révolue. Alors d'abord, on n'y était pas habitué. Vous nous parlez de vous. Vous avez grandi à Périgueux dans une famille donc provinciale, catholique, naturellement gaulliste, dites-vous. Vous avez toujours rêvé de monter à Paris, d'être journaliste. Ce sera l'Express, puis Europe 1. Vous nous parlez aussi de l'amour de votre vie, l'un des barons du gaullisme et ministre du général, Albin Chalandon, que vous avez connu très jeune, à 22 ans. Il en avait 47. C'est la première fois que vous parlez de lui. Oui, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous racontez votre parcours, c'est difficile de pas parler de tout le parcours. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à l'écrire. Et puis après, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce qu'à la fois, en parlant de mon enfance, c'était une façon de rendre hommage à la fois à mes parents et puis aussi parler des disparus de ma famille et des grandes douleurs qu'il y a eu. C'est un mélange des choses et ça a été une forme de libération. Et voilà. On vous sait pudique parler de l'amour de votre vie, ça doit être difficile. Vous avez eu du mal à en parler? Oui, j'ai eu du mal, oui. Donc j'ai du mal, mais je ne pouvais pas non plus ne pas en parler. Parce que ça fait partie de moi et de ma vie, voilà. Au-delà de votre histoire d'amour, quelle était à l'époque la nature des relations entre hommes politiques et femmes journalistes? Alors vous brisez la légende selon laquelle Jean-Jacques Servan-Schreiber voulait qu'il y ait des journalistes femmes à l'Express parce qu'en usant de leur charme, elles obtenaient davantage de confidence des hommes politiques. Enfin, oui, parce qu'on dit beaucoup que c'est Françoise Giroud qui voulait qu'il y ait des femmes journalistes à l'Express. La réalité, c'est que c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber qui trouvait, d'abord, qui avait confiance dans les femmes. La preuve, il a fait le journal de l'Express avec Françoise Giroud. Et je veux dire que sans elle, peut-être que le journal n'aurait pas pris l'ampleur qu'il a pris. Et il trouvait que, surtout pour faire un news magazine, où c'était une forme nouvelle de journalisme par rapport au quotidien, où il fallait faire le résumé de l'actualité, mais en mettant des personnages en scène, parce que c'était plus intéressant pour le lecteur. Il pensait que les femmes, peut-être, étaient plus fines, plus aptes à obtenir des renseignements que des hommes, parce qu'à l'époque, tous les journalistes politiques, je veux dire, à l'Assemblée nationale, il n'y avait que des hommes. Donc nous sommes arrivés avec Michel Cotta et Irène Allier. Chacune avait son cheptel. Moi, c'était les gaullistes, Michel, c'était la gauche, et Irène, c'était les centristes. Et donc, il fallait enquêter, et ça marchait très bien. D'ailleurs, ça marchait si bien qu'après, tous les journaux ont envoyé des femmes à l'Assemblée nationale. Alors, parmi ces hommes, vous décrivez un François Mitterrand épouvantablement pingre, radin, se faisant systématiquement inviter au restaurant, payer ses livres de chevet, et même les cadeaux qu'il offrait à Anne Pinjot. Ah oui, ça c'est la petite histoire dans l'histoire sur le caractère de Mitterrand, qui n'avait jamais d'argent sur lui, qui demandait toujours... Soit il se faisait accompagner en voiture par des femmes à un moment où le PS n'avait pas d'argent et il n'y avait pas de chauffeur avec voiture pour le premier secrétaire, même avant d'être premier secrétaire. Et donc, et c'est vrai, Michel Cotta, qui le connaissait bien, disait il lui manquait toujours 10 € pour prendre un café, 15 € pour prendre un taxi, et qu'elle lui a toujours... Voilà, elle lui avait dit qu'il lui avait coûté beaucoup d'argent. Et c'était pareil, il invitait des gens à déjeuner en disant on s'arrangera, c'était tout arrangé, il partait, il ne payait pas, c'était ça. Et il faisait des cadeaux, et je raconte la scène d'un fameux twin set qu'il avait envoyé, c'était la compagne d'André Rousselet, un de ses très proches qui a été son directeur de cabinet à l'Élysée, qui était richissime et qui l'invitait souvent à dîner, en payant, bien sûr. Il y avait une fête avant Noël et il avait demandé à Catherine, la compagne de Rousselet, d'aller acheter le même twin set qu'elle portait chez Hermès. Il lui avait dit, écoutez, on s'arrangera. Et donc, elle a acheté le twin set et évidemment, Mitterrand ne l'a jamais remboursé. Enfin, il y avait énormément de cas comme ça. Mais enfin, dans le livre, cet aspect de Mitterrand qui est important, parce que vous voyez, on peut être... La générosité socialiste peut aller de pair avec une pingrerie assez sordide. Mais voilà, il n'est pas le seul d'ailleurs dans la classe politique à être un peu radin. Voilà. Vous nous racontez alors un univers terriblement macho. Voilà la description que Jacques Chirac faisait de l'épouse idéale. Pour moi, la femme idéale est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, qui ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Il a vraiment dit cela? Oui, il a dit ça à moi, oui, pour le journal F Magazine, qui était le premier journal féministe, qui était d'ailleurs été créé par Claude Servan-Schreiber, la femme de Jean-Louis Servan-Schreiber. Et donc, on demandait aux hommes leur vision de la femme. Alors, je pense qu'il avait dit ça
pour un peu provoquer, mais je pense que ça correspondait à une réalité et je me suis demandé, alors évidemment il dirait ça aujourd'hui, sa carrière serait anéantie, Marlène Schiappa organiserait une manif et son avenir serait très compromis, mais il m'avait dit ça, oui, il m'a dit ça en 78, c'était au moment où Bernadette n'était plus la femme soumise, ou en tous les cas qui ne parlait pas, commençait à parler. Elle s'était fait élire en Corrèze, elle commençait à dire des choses à l'emporte-pièce, et peut-être c'était pour la rappeler à l'ordre. Ah oui, c'est ça. J'avais pensé que c'était peut-être un message subliminal à son épouse. Jacques Chirac avait une façon assez grivoise de parler des femmes. L'une de ses expressions favorites, celle-là a un frelon dans la culotte. Oui, ben oui, parler comme ça, oui, c'est vrai. Et il aimait beaucoup. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle était une femme ardente, je ne sais pas, oui, voilà. C'est celui qui ne comprend pas pour que vous décriviez, Catherine, je suis désolée. Vous racontez une conversation très intime que vous avez eue avec Bernadette Chirac. « Jacques me trompe », vous confie-t-elle. Vous lui répondez? Non, mais c'était un dîner où elle n'arrêtait pas de couper la parole, en disant « Jacques, je ne serai peut-être plus là l'année prochaine ». Il disait « Laissez Bernadette, laissez. Jacques, peut-être que je ne rendrai pas la bague ». Enfin, lui, il annonçait qu'elle allait le quitter. Et à la fin du repas, j'étais avec elle un peu sur le côté, et elle me disait « Jacques me trompe ». Alors j'ai dit « Écoutez, Bernadette, si vous trompe, prenez un amant. Prenez un amant, vous verrez, ça donne bonne mine, ça donne de bonne humeur. » Et moi, je me suis dit, elle va vraiment, mais oui, moi je dis, elle va vraiment me taper, se draper dans une dignité offensée. Pas du tout. Elle a souri, elle dit, oui, il y a un homme qui, je trouve très séduisant, c'est Monsieur Bouygues. Francis Bouygues. Francis Bouygues. Et il ressemble à Georges Pompidou. D'ailleurs, ça, c'est assez drôle qu'elle m'ait dit ça. Alors, j'ai dit, ben voilà, je l'ai encouragée. Et puis, quelques temps après, j'avais rencontré le couple Bouygues dans un dîner. J'avais dit juste à Monique Bouygues que Bernadette trouvait son mari très séduisant, mais sans plus. Hein, j'ai pas parlé de notre conversation. Et il se trouve que je rencontre Bernadette 2 ou 3 jours plus tard. Et elle me dit, je ne sais pas ce qu'est Madame Bouygues, je l'ai rencontrée, elle est très désagréable avec moi. Voilà. Mais enfin, c'est tout, c'est le fantasme de Bernadette. Hein. C'est pas, je ne raconte pas une liaison qui s'est... Non. Vous décrivez un monde politique, alors moins regardant, sur les dépenses, une époque où personne ne trouvait à redire devant ces dépenses somptuaires. Les bénéficiaires qui s'en réjouissaient ne cavetaient pas. Les selfies n'existaient pas encore. Et on pense évidemment aux selfies de François de Rugy et d'Éomar. L'exigence actuelle d'hyper-transparence vous afflige un peu? Écoutez, je trouve qu'on va très loin sur la transparence. Oui, par exemple, vous savez, moi, puisque maintenant c'est très bien que quand on entre au gouvernement, il y a une enquête sur le patrimoine pour savoir si on a de l'argent, pas de l'argent. Et d'ailleurs, si quelqu'un a un peu plus d'argent que l'autre, il est aussitôt considéré comme suspect, peut-être pas digne de faire de la politique parce qu'il a un peu plus d'argent. Et là, pour moi, le summum a été dépassé quand... comment s'appelle-t-elle, la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Non, avant. Christiane Taubira avait annoncé que dans son patrimoine, elle avait 2 vélos. Pour montrer que vraiment, elle pouvait être ministre de la Justice parce qu'elle n'avait rien. Et là, je me suis dit, là, quand même, on va un peu loin. Voilà. Alors, avant, bon, il y avait pas de règles parce qu'il n'y avait pas de loi sur le financement politique. Alors, chacun se débrouillait. Comment? Mais bien sûr qu'il y a eu des abus. Il fallait y mettre un terme. Très bien. Mais je pense qu'on n'est pas allé d'un moment où d'abord, où c'était trop, il n'y avait pas de contrôle, à peut-être maintenant des exigences qui sont quand même excessives. Voilà. L'ancien monde était